Mali. Saïd Djinnit a indiqué que les Nations Unies et l'Union africaine doivent conjuguer leurs efforts pour trouver une solution à la crise malienne. Nous avons évoqué essentiellement la situation au Mali, sur laquelle la CEDEAO a déployé beaucoup d'efforts et qui assume un leadership pour aider ce pays à retrouver la paix et la tranquillité, et surtout à recouvrer sa intégrité territoriale et à retrouver l'ordre constitutionnel. Et donc nous avons évoqué la situation à la lumière des derniers développements dans ce pays, notamment la mise en place du gouvernement d'union nationale, la lettre adressée au président en exercice sollicitant une assistance militaire de la CEDEAO. Et nous avons discuté de comment on peut renforcer le travail ensemble, CEDEAO, Union africaine et Nations unies, avec les partenaires pour aider le Mali. Et comme vous savez, il y a des échéances importantes, des prochaines réunions à New York à l'occasion de l'Assemblée générale. Et nous pensons pouvoir arriver à ces réunions avec une position bien clair au niveau de la CEDEAO et de l'Union africaine avec le soutien des Nations unies. Le chef de l'État a aussi échangé ce mardi 11 septembre avec l'ancien international ghanéen Abedi Pelé. J'ai toujours croisé le président dans beaucoup de pays africains, il y a peut-être 10 ans, 11 ans, comme ça. Et on a toujours discuté longuement. Et comme maintenant, il est le président de Côte d'Ivoire. On n'a pas eu de temps de se voir, mais il m'a vu la semaine dernière avec notre président de Ghana. J'étais dans la délégation. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais les politiques encore? J'ai dit non, je ne fais pas les politiques, mais on m'a amené comme ça. Comme il sait que je suis l'ami de Côte d'Ivoire, on m'a amené. Il m'a dit, vous venez me voir après cette visite. Et c'est pour ça que je suis là. Un peu plus tôt, le président Alassane Ouattara a reçu le nouveau coordonnateur national de la Convention de la société civile, Dr Kwame Christophe, accompagné de son prédécesseur Patrick Ngouan et de son bureau. En bref, l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Hélène Clark, va effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire du 12 au 15 septembre prochain. Hélène Clark sera reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est une visite pour réaffirmer le soutien du PNUD aux efforts du gouvernement ivoirien dans la relance économique post-crise. En marge de la rencontre internationale sur la paix qui se tient à Sarajevo, le chef du gouvernement ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a reçu en audience le président, directeur général du groupe Total. Au menu des entretiens, le développement du secteur pétrolier en Côte d'Ivoire. Reportage, Alvor Assakwame. Le Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio et le président directeur général du groupe Total ont échangé sur les relations d'affaires entre ce groupe et la Côte d'Ivoire. Donc on a parlé avec le Premier ministre des blocs qu'on venait de prendre dans l'offshore ivoirien, des espérances qu'on avait, mais c'est de l'exploration et du fait que Total voulait s'impliquer encore plus après la participation importante que nous avons dans la distribution de pétrole en Côte d'Ivoire, de plus présent aussi dans la production potentielle de gaz et j'espère d'huile. Donc voilà, c'est pour réaffirmer notre message d'amitié sur le long terme avec votre pays. C'est vrai que de se retrouver à Sarajevo pour parler de Côte d'Ivoire, c'est pas évident, mais c'est bien. Christophe de Margerie dit avoir rassuré le Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio que son groupe sera toujours en Côte d'Ivoire, certes pour des affaires, mais il aidera le pays à prospérer. Le Premier ministre ivoirien est donc à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Jeannot Ahoussou-Kouadio a représenté le président de la République Alassane Ouattara à la rencontre internationale sur la paix dans le monde. Un panel autour du thème « L'Afrique, terre d'espoir, terre de l'avenir du monde ». Nous restons avec Alvor Assakwame.
La deuxième journée de cette rencontre internationale sur la paix dans le monde organisée par la communauté Saint-Egidio à partir de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine est essentiellement consacrée aux panels. Des panels éclatés avec différents thèmes. La recherche de Dieu, la globalisation, l'intégration, l'immigration. Nous avons réfléchi et échangé sur l'espace méditerranéen, la rive du nord et la rive du sud. Est-ce que cet espace est aujourd'hui un lieu, un espace de rencontre entre les cultures, entre les hommes et les femmes de ces deux rives ou pas? Et comment dans l'histoire il l'a été ou il ne l'a pas été, et comment il peut l'être mieux aujourd'hui, puisque l'espace méditerranéen est aujourd'hui déchiré par les nationalismes, par les rivalités ethniques, par la crise économique. Toute la journée, les chefs d'État et de gouvernement, les chefs religieux des grandes religions du monde, les érudits, les patrons d'entreprises ont échangé sur une paix durable dans le monde. Concernant l'Afrique, le thème a porté sur la paix et surtout sur l'Afrique comme terre d'espoir pour les années à venir. Et c'est sur ce thème que le Premier ministre Janois Oussou-Kouadio, représentant le président de la République Alassane Ouattara, s'est prononcé en prenant le cas de la Côte d'Ivoire. Pour lui, l'Afrique est bien partie pour connaître le développement. Le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, qui a été directeur général adjoint du FMI, qui est un ami de M. Candesus, aujourd'hui, il passe en Afrique pour un leader de choix. Parce que pour que l'Afrique se développe, tout part de la ressource humaine, des leaders politiques, de ceux qui ont la vision. Et je pense que le président Ouattara fait partie de ceux qui ont une vision pour leur pays, mais aussi une vision pour toute l'Afrique. L'Afrique, comme nous savons tous, sort progressivement, mais sûrement, d'une longue et difficile période où l'actualité l'a projeté simplement comme la terre par excellence des conflits armés, de la famine, de la sécheresse, de la dictature, en un mot, de tout ce qui caractérise le sous-développement. Ces stigmates, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas totalement disparu. Il existe des défis importants à relever. Le premier de ces défis, c'est d'abord la consolidation de la paix. Consolidation de la paix par la démocratie, le respect des droits de l'homme et le développement économique, mais aussi, il faut reconnaître que l'Afrique, terre d'avenir, est un continent porteur d'opportunités. Pour y arriver, selon lui, il faut consolider la paix, la démocratie, avec une meilleure gestion des ressources qui sont énormes, ressources naturelles, culturelles, avec la diversité des langues par exemple. À cela, il faut ajouter le développement de l'agriculture, des services, des technologies de l'information, de la communication, des infrastructures routières, qui font du continent un vaste marché qui croît. Mais toujours selon lui, et ce marché connaîtra une meilleure croissance dans la quiétude. Les autres intervenants, Michel Candesu, gouverneur honoraire de la Banque de France, Christophe de Margerie, président directeur général du groupe Total, Mario Giraud de Saint-Egidio, Catherine Marshall de l'université de Georgetown aux États-Unis d'Amérique, l'évêque Bernard Ntaoutouri du Burundi, Dov Zera, directeur général de l'Agence de développement de France, ont reconnu que désormais l'Afrique doit être traitée en partenaire avec toutes ses capacités pour l'aider à se développer. Il faut par ailleurs, toujours selon eux, créer la stabilité et la paix sur le continent, l'Afrique, pour en faire une grande puissance. La rentrée solennelle du Conseil constitutionnel s'est poursuivie aujourd'hui avec au programme une journée porte ouverte. L'objectif est de mieux faire connaître l'institution aux citoyens ivoiriens. Les détails avec Victorine Yao-Yoboué. Placé en troisième position après le président de la République et l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel est pourtant peu connu des Ivoiriens. Créé en 1994 en remplacement de la Chambre constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a par exemple pour mission d'assurer la suprématie de la Constitution en veillant à son respect, de contrôler les élections législatives, présidentielles ainsi que le référendum et de proclamer les résultats. Ce qui fait dire que le Conseil constitutionnel a une double casquette, une casquette politique et une autre juridique. L'institution a bien voulu partager ses informations avec le public et lui a donc ouvert ses portes à travers une exposition d'ouvrages et des conférences.
Un bon citoyen, c'est celui qui connaît un peu son droit. Donc le conseil est à votre disposition. Les conseillers sont là et répondent à vos questions. Il serait bon également que vous communiquiez votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez de telle situation? Comment vous auriez voulu voir le conseil s'organiser et fonctionner selon vous? Le public a montré un vif intérêt pour le fonctionnement du Conseil constitutionnel en posant de nombreuses questions. Parmi ses préoccupations, l'indépendance de l'institution étant donné que ses membres ne sont pas élus, mais nommés par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Pour les conférenciers Ouraga Obu et Emmanuel Tano, la question n'est pas d'être élu ou nommé, mais plutôt une question de responsabilité. Quand on sait que les décisions du Conseil constitutionnel sont irrévocables et peuvent entraîner le pays dans le chaos, comme ce fut le cas en 2010 avec la crise post-électorale. L'indépendance, comme il a dit tout à l'heure, on inscrit soit dans la Constitution ou dans la loi, mais l'indépendance se prend. Ça dépend de l'individu. Donc, qu'on soit élu ou nommé, en reprenant la parole de Valentin, avocat, et qui a pour ami le président Mitterrand, il lui a dit, bon, je vais être ingrat à votre endroit. C'est parce qu'il veut exercer son indépendance. Avec cette journée porte ouverte et sa rentrée solennelle, l'on peut parler également de départ nouveau au Conseil constitutionnel, comme le recommande le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a reçu à son cabinet une délégation de chefs de tribu du département du Tabou. Pendant la rencontre, la chefferie traditionnelle a présenté ses excuses au gouvernement ivoirien pour le rôle que le département du Tabou a joué dans la crise post-électorale. Les chefs de tribu ont ainsi exprimé leur volonté d'aller à la réconciliation nationale. Le témoignage de Abou Sanogo. Les chefs de tribus du département de Tabou étaient les hôtes du ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko. Ils sont venus lui exprimer leur volonté d'aller à la réconciliation. À cet effet, ils ont présenté les excuses du peuple Krou pour le rôle que Tabou a joué dans la crise post-électorale. Kani Joseph, chef central des tribus du département de Tabou, a fait la promesse de ne plus se mettre en marge du processus de réconciliation nationale. Si nulle part nous voyons dans les journaux le nom de Tabou, nous devons nous remettre en cause. Et nous remettre en cause suppose que nous fassions un mea culpa. Je suis donc venu, monsieur le ministre, vous dire que j'ai fauté vis-à-vis du gouvernement pour vous présenter toutes les excuses, mes pères et moi-même, les excuses de notre population. En réponse à la requête des têtes couronnées de Tabou, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko les a félicités pour leur engagement à œuvrer pour la paix. Je peux vous dire que le message, je l'ai reçu 5 sur 5. Le pardon, c'est l'humilité. Quel que soit ce qui s'est passé, on doit se demander pardon pour avancer. Je vous invite à faire de la réconciliation, à faire de la paix et du développement votre credo. La chefferie Krou a scellé la paix avec le gouvernement comme le veut sa tradition en partageant avec le ministre d'État la cola et du piment et lui a offert un tabouret et un balai. En bref, les chefs de police de l'Afrique de l'Ouest vont se réunir demain mercredi à Abidjan. Et une autre rencontre dans cette édition, c'est celle des acteurs du système éducatif ivoirien. 2 jours de travaux à Grand Bassam pour trouver des solutions aux problèmes de l'école ivoirienne. Une centaine de spécialistes vont donc réfléchir pour rendre le système éducatif plus performant. Sylvie Touré, reportage. L'école est malade, c'est sûr de tous. Mais de quoi souffre-t-elle? Difficile de le dire avec certitude. Pourtant, il faut à tout prix apporter la thérapie idoine. Et cela passe par un diagnostic minutieux. Voilà qui a conduit la ministre de l'Éducation nationale et ses collaborateurs à Grand Bassam, un séminaire de rentrée pour faire le bilan de l'année écoulée et analyser tous les maillons du système en vue de déceler les failles.
Objectif, rendre le système plus performant, a souhaité la ministre de l'Éducation nationale. Conformément aux responsabilités qui sont les nôtres et au regard des attentes de la société ivoirienne qui a soif de se réconcilier avec l'école, que dis-je, avec son école, il s'avère impérieux de savoir marquer une pause. Car en vérité, la rentrée scolaire 2012-2013 se présente à nous comme l'année de tous les défis. Dès lors, loin d'être une simple séance de collecte de données, le séminaire préparatoire de la rentrée scolaire 2012-2013 qui débute ce jour s'offre à tous et à toutes comme une opportunité. Les spécialistes réunis à Grand Bassam ont 48 heures pour réfléchir et proposer des solutions. Un exercice déterminant vu que l'année scolaire 2012-2013, qui démarre ce 17 septembre, doit sonner le nouveau départ. La rentrée au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est fixée au 17 septembre 2012. Une réunion à cet effet, présidée hier par le ministre Albert Flendé, a permis de réfléchir sur les actions à entreprendre pour une mise en œuvre réussie de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Hugues Hervé Blé. À cette réunion solennelle de rentrée ont surtout été relevées les actions pour une mise en œuvre réussie de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, principal sujet à l'ordre du jour. Pour une bonne rentrée scolaire 2012-2013, il faudrait que nos établissements soient réhabilités et équipés. On a organisé les examens par 2 fois dans des conditions difficiles. Nous avons répété pas d'engagement, c'est au gouvernement de le faire pour que la paix véritablement soit instaurée à l'école. Des repères et des objectifs à intégrer pour les mois à venir. Le ministre Albert Flendé en a donné. La rentrée scolaire est ici fixée au 17 septembre. Il y a donc obligation d'accroître nos capacités de prise en charge des apprenants tout en améliorant la qualité de la formation. Il urge de développer des formations qualifiantes de courte durée en direction des populations jeunes en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Il s'agira de contribuer ainsi par an à l'insertion de 250 000 jeunes. Le ministre Albert Flendé a demandé aux uns et aux autres de redoubler d'efforts pour atteindre des résultats de l'ordre de 75 à 80% conformes aux normes internationales. Les résultats de l'année dernière donnent, pour les 5 diplômes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, 8075 candidats admis, soit 65% des 12 303 candidats enregistrés. Pour le baccalauréat technique, 2881 candidats ont été déclarés admis, soit 24% des 13 655 issus des 9 séries techniques. Les ministères de l'Agriculture, des Ressources animales et des Eaux et Forêts organisent une table ronde demain, mercredi 12 septembre. La rencontre sera présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Des privés ivoiriens ou non nationaux, des bailleurs de fonds, des partenaires au développement vont donc prendre connaissance des offres de financement et leur pertinence avant l'événement. Les enjeux de cette table ronde avec Noël Niagnou. La terre, les ressources humaines, les finances, voilà les 3 composantes essentielles pour créer la richesse dans le secteur de l'agriculture. Ces 3 composantes ne vont pas l'une sans les autres. Elles sont à exploiter concomitamment et constituent le trépied de l'optimisation des moyens de production. La Côte d'Ivoire est riche de 2 de ces 3 composantes, la terre et les ressources humaines. Selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, les terres cultivables en Côte d'Ivoire sont estimées à 21 millions d'hectares. En 2002, toujours selon la FAO, les superficies mises en culture ne représentaient que 21% de la superficie totale de la Côte d'Ivoire et 33% des terres cultivables. Comme on le voit, la terre est disponible et même suffisamment. Les ressources humaines. 60% de la population active est rurale. Elle produit les 2 tiers des exportations de la Côte d'Ivoire et le fruit de leur labeur pèse environ 35% du produit intérieur brut. La jeunesse, le futur de la Côte d'Ivoire représente 75% de cette population active. Elle attend des conditions favorables pour prendre la relève des parents paysans. Les compétences intellectuelles pour impulser une nouvelle dynamique à l'agriculture ivoirienne, là aussi,
La Côte d'Ivoire affiche complet. L'université et le CNRA, Centre national de recherche agronomique de Côte d'Ivoire, sont grosses de compétences et des fruits de leurs recherches dans le domaine agricole. À la tête de ces ressources humaines de qualité, Alassane Ouattara, président de la République. Il veut impulser une nouvelle dynamique au secteur de l'agriculture après les 20 glorieuses de 1960 à 1980. Pour orienter cette dynamique, un programme national d'investissement agricole, PENIA, est élaboré de façon participative. Le plan d'investissement détaillé est conçu et adopté. Bonne gouvernance oblige. Reste maintenant les finances, la dernière composante, le nerf de la guerre. C'est tout le sens de la table ronde de mobilisation de fonds pour financer le PENIA. Plus de 2000 milliards de francs CFA sont attendus. 2 jours sont nécessaires pour convaincre les privés ivoiriens ou non, les partenaires au développement, les bailleurs de fonds. Alassane Ouattara sera là pour apporter le gage de la République. Alors, croisons les doigts pour que ce rendez-vous permette à la Côte d'Ivoire d'amorcer l'ère des nouvelles glorieuses. Et ce sera le début de l'émergence. Au chapitre santé, le 40e anniversaire de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. À cette occasion, les responsables de la structure ont inauguré un laboratoire de niveau 3 pour la tuberculose. Ce laboratoire a été financé par les États-Unis à travers le PEPFAR. Au nombre des invités, l'ambassadeur américain Philippe Carter III, aux côtés de la grande chancelière et marraine de la cérémonie, Henriette Dagri-Diabaté. Reportage de Herman Niamien, commenté par Abou Sanogo. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, né de la volonté du premier président ivoirien, Feu Félix Houphouët-Boigny, a 40 ans aujourd'hui. 40 ans au service des populations. À travers cette cérémonie, les responsables entendent faire le bilan des activités et les présenter à la communauté scientifique nationale, internationale et aux populations. Une occasion pour le professeur Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, de présenter les missions de l'Institut. Mission qui se résume en 4 points essentiels: la recherche, la formation, l'appui aux programmes nationaux de santé et activités de diagnostic. L'Institut Pasteur se porte bien actuellement. Surtout ces dernières années, nous avons eu un important renforcement des capacités en termes d'infrastructures, d'équipements, et également nous avons eu beaucoup de bourses de formation pour le personnel. Donc véritablement, il y a une dynamique dans laquelle s'inscrit l'Institut Pasteur. Et cette cérémonie, c'est pour faire le point, n'est-ce pas, pour pouvoir effectivement accroître le développement de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est un établissement qui s'intéresse aux maladies transmissibles et immunitaires de l'homme, entre autres les méningites, le paludisme, le VIH-Sida, la polio et la tuberculose. Pour accroître ses capacités d'intervention, l'Institut vient de recevoir un laboratoire de technologie de pointe de niveau 3 pour la tuberculose. Coût de ce laboratoire, plus d'1 milliard de francs CFA financés par l'État américain à travers le PEPFAR. Notre programme de PEPFAR, c'est bien installé ici. C'est un programme de 130 millions de dollars chaque année en général pour aider la Côte d'Ivoire pour adresser les questions de VIH-Sida, les autres infections associées avec le VIH-Sida et les questions d'adresser les personnes qui sont impactées par cette maladie, comme les orphelins. Marraine de la cérémonie, Henriette Dagri-Diabaté, grand chancelier du Côte d'Ivoire, a salué les responsables pour le travail accompli. Elle les a exhortés à travailler davantage pour le bien-être des populations. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, il faut le souligner, dispose de 2 sites. Le site de Cocody abrite principalement l'administration et celui d'Adiopo-Doumé accueille les centres de recherche. L'Institut fait partie du réseau des Instituts Pasteur depuis 1978. Et nous poursuivons avec le chapitre santé. Abidjan accueille la 6e réunion régionale des laboratoires de santé publique VIH-Sida en Afrique. Cette rencontre vise à revoir le statut actuel du réseau et la gestion de services de laboratoires VIH-Sida. Il s'agira également de proposer des solutions pour maintenir la qualité des programmes VIH-Sida. Les explications de Mamadou Kwasi. De 60 millions en 1899, le nombre de personnes infectées dans le monde entier par le VIH-Sida est passé aujourd'hui à 34 millions. Cette situation est due aux nombreuses campagnes de prévention, notamment le dépistage précoce et la prévention des transmissions mère-enfant, et surtout à l'amélioration du dispositif sanitaire,
dans les laboratoires de santé publique. Pour les rendre plus performants et adéquats, les gestionnaires renforcent leurs capacités à l'occasion de la 6e réunion régionale du réseau des laboratoires de santé publique VIH-Sida. Il s'agit pour les participants d'analyser la gestion des laboratoires afin de proposer des solutions pour améliorer la qualité des services et aussi trouver des supports diagnostiques fiables pour le programme VIH-Sida. L'Afrique, notre région, compte pour environ 70% de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH dans le monde. Ce qui est énorme. Il est vrai, il y a beaucoup de progrès qui sont faits, mais il reste encore beaucoup à faire. D'où la nécessité que les experts de ce domaine-là puissent se retrouver pour essayer de voir ensemble comment améliorer les choses. L'initiative de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est saluée par le représentant du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Les travaux de la 6e réunion régionale du réseau des laboratoires de santé publique VIH-Sida vont durer 3 jours. La rencontre enregistre la participation des représentants de 36 pays de la région Afrique de l'OMS. Le programme alimentaire mondial vient de recevoir pour la Côte d'Ivoire un appui du Japon. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'assistance d'urgence aux populations déplacées de guerre et de la reconstruction post-crise. Plus de 3000 tonnes de vivres d'une valeur de 1,8 milliard de francs CFA ont été officiellement remis hier à l'État ivoirien. 3600 tonnes de vivres, plus précisément du riz, des légumineuses et de l'huile d'une valeur de 1,8 milliard de francs CFA remis par le Programme alimentaire mondial PAM à la Côte d'Ivoire. C'est un don de la République du Japon pour la mise en œuvre par le PAM de 2 projets. L'assistance d'urgence aux populations déplacées de la crise sociopolitique et la reconstruction suite à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Le Japon est un pays très sensible aux souffrances que le peuple ivoirien avait pendant la crise post-électorale. Nous avons beaucoup de plaisir pour aider le peuple ivoirien qui s'achemine vers la paix et vers la réconciliation. Bénéficiaires de ces vivres, les cantines scolaires, 879 000 personnes vulnérables des régions du Moyen Cavali, du Bafing, du Denguélé, du Worodougou, des Savanes et du Zanzan. Il s'agit entre autres des déplacés internes et leurs hôtes, les enfants, les femmes enceintes et allaitantes malnutries, les patients sous traitement antirétroviral. En recevant ce don, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité a dit la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire. Le geste que le gouvernement du Japon pose, à savoir offrir aux populations ivoiriennes une contribution de 1,8 milliard de nos francs, est une action de haute portée sociale que le gouvernement ivoirien apprécie à sa juste valeur. Cet autre don porte à 10 milliards 700 millions de francs CFA l'appui du Japon au programme alimentaire mondial en Côte d'Ivoire depuis 2003. Et c'est avec Justine Saïdjike que nous mettons fin à l'actualité en Côte d'Ivoire. En bref, c'est la grande colère à Nouakchott en Mauritanie après que les soldats maliens ont abattu au moins 8 Mauritaniens dans des circonstances troubles. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'armée malienne a tiré sur un véhicule croyant avoir affaire à des islamistes. Bilan 16 morts, dont 8 Maliens et 8 Mauritaniens. On termine avec la commémoration aux États-Unis des attentats du World Trade Center. Les Américains ont célébré aujourd'hui dans la sobriété le 11e anniversaire des attentats du 11 septembre. 1 minute de silence a été observée à New York. À Washington, le président américain Barack Obama et son épouse Michelle se sont recueillis en silence dans les jardins de la Maison-Blanche. Le président américain a salué une Amérique plus forte et plus unie. Voilà, ce journal a été réalisé par Kane Bakari Korobogo. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe technique.